اللي هو ضيف ضياء الدين الشلي. صباح الفل ضياء، مرحبا. بونجور امين. صح ولا؟ الحمد لله، عايش خويا ربي. صافا تو فا بيان. الامور طيبه؟ تو فا بيان. باهي، عرفنا بضيفك سيدي. اليوم je suis honoré d'inviter monsieur Christian Cochard. Ça fait longtemps qu'il est en Tunisie. Il s'est installé ici. Il a senti le potentiel des jeunes tunisiens. Donc اليوم فرحانين برشا اللي هو بحذنا. Ça fait 5 ans. Oui, ça fait 5 ans. Il va parler de son parcours. Il va parler de sa vision de sa vision d'une Tunisie prospère. Après 10 ans de révolution. Quelles sont ses prédictions? 5 ans, ça fait longtemps. Tout ça, on va l'évoquer aujourd'hui. 5 ans, ça fait longtemps, monsieur Cochard. Bonjour à tous. Bonjour, marhaba. Aïchek. Ben, 5 ans, oui, 5 ans déjà. Ouais. 5 ans, ça fait longtemps ou bien? Le temps file, hein. Ah oui. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, monsieur Cochard, parcours exceptionnel, président AISEC Paris. Donc, AISEC France, ouais. AISEC France ou bien AISEC Paris? Non, AISEC France. AISEC France. En fait, ça remonte aux années 80. Hein. Parce que l'AISEC, c'est une association étudiante. Donc, moi, je suis breton, donc je viens de Brest, le pays des agriculteurs et des marins. Et des marins. Ça ressemble un peu... la Bretagne, c'est un peu comme le Cap Bon, hein, les gens du Cap Bon. Il y a les agriculteurs et puis il y a les marins. Aussi un peu Kerkena. Donc la Bretagne, c'est un peu كاكنا. كيما قرقنا تشبه شويه القرقنا والمود دو في هكاك الغاديك. دونك ذيا لو باركور اكسبسيونيل. دونك اليوم باش نحكيو على علاش اختار تونس زاده، باش نحاولوا زاده دو طون ان طون نفسروا شويه للساده المستمعين شنو بالنسبه للحوار اليوم. منين باش نبداو ذيا؟ دونك من الاول باش نحكيو شويه على الباركور تاع مسيو كريستيان في فرنسا entre passage معنا دو باركور بروفيسيونيل و le parcours universitaire. Donc est-ce que monsieur Christian, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours universitaire en France et vos expériences professionnelles que vous avez vécues en France, bien sûr, avant de s'installer à Tunis? Oui, rapidement. Moi je suis diplômé de Subdeco en Bretagne, à Brest, qui est ma région d'origine. Et puis grâce à l'AIESEC, je rencontre des jeunes de toutes les grandes écoles de commerce en France. Et je me familiarise évidemment avec de nombreuses villes, donc j'ai pas mal de chance parce qu'autour de 20 ans, j'ai déjà visité 25 villes en France. Et puis bien sûr, je m'installe après à Paris lorsque je suis élu président national de l'AIESEC, puisque c'est une élection. Et à l'époque, à l'AIESEC, on a à peu près 35 écoles de management dans le réseau en France et 70 pays à l'époque. Aujourd'hui, il y en a 125. Oh, c'est très intéressant. Et on a à peu près en France 2500 étudiants qui sont membres. Et donc, c'est une expérience très marquante pour moi qui dure une année, puisque le mandat de président national, ça dure 1 an. Mais ça me permet ensuite de partir d'ailleurs aux États-Unis. Donc vous avez eu un passage aux États-Unis. Ouais. Comment ça a été? Est-ce que... Alors ça m'a beaucoup marqué parce que, j'ai obtenu cette nomination, parce que c'est une décision du ministère des Affaires étrangères, de nommer les coopérants qui travaillent au service économique de la France à l'étranger. Et donc j'ai la chance d'avoir mon pays numéro 1, ce sont les États-Unis. Je fais partie des 10 Français qui sont choisis cette année-là. Et c'est grâce à l'AIESEC que j'ai eu, moi, cette chance. Et c'est Chicago. Et d'ailleurs, on voit que Chicago va marquer ma vie professionnelle parce qu'une expérience de plus d'1 an aux États-Unis, bon, ça vous donne l'anglais courant qui est extrêmement utile dans la vie des entreprises. Bien sûr, ouais. D'ailleurs, je recommande vivement à tous les jeunes Tunisiens d'essayer d'acquérir un bon niveau de langue. En anglais, le français est aussi utile sur tous les pays francophones. Il faut acquérir le français en priorité ou l'anglais? Aujourd'hui, c'est quelle est la langue que aujourd'hui, tu penses qu'elle est la plus prioritaire? Aujourd'hui, c'est l'anglais. Néanmoins, le français est très important parce que la communauté des pays francophones est tellement vaste, et notamment en Afrique. Il y a énormément de possibilités qui mériteraient d'ailleurs d'être développées pour les Tunisiens sur l'exportation vers les pays francophones. Donc, à commencer par les pays voisins, qui sont aussi francophones. Donc moi, je pense que les Tunisiens, ils ont des atouts
à valoriser en devenant trilingue, arabe, français et bien sûr l'anglais. Tout à fait. دونك ذي انا حبيت نعرف شويه باللايسيك لانه اللي يسمعوا فينا نحبهم يعرفوا شنو اللايسيك. لايسيك اللي هي جمعيه انترناسيونال نتاع لي ستوديون ان سيونس ايكونومي اي كوميرس. هي ابوليتيك انديبندونت اي ا بوت نون لوكراتيف entièrement gérée par des étudiants et par des récents diplômes du supérieur. زاد اللي membre du comité permanent de l'UNESCO. donc لايسيك اللي فما عندنا beaucoup des clubs في تونس هنا خاصة les étudiants اللي موجودين ويعملوا في beaucoup d'activités intéressantes. هيك علاش اللي يسمعوا فينا انه لايسيك وقت اللي تدخل واحدة من الجامعات وتلقى كلوب لايسيك n'hésitez pas امشي لغاديك تتعلم beaucoup de valeurs. C'est un mouvement très important, c'est instauré presque partout dans le monde, c'est omniprésent. Comment vous pouvez juger le mouvement AISEC en Tunisie? Est-ce que tu penses qu'on est au même niveau des mouvements AISEC à l'étranger? Est-ce que quel est ton jugement? Qu'est-ce que tu estimes? La Tunisie est devant en fait dans le mouvement AISEC en termes de nombre de Tunisiens qui partent à l'étranger. En proportion de la population, si je prends les Français qui partent à l'étranger par l'AISEC, en pourcentage, ils sont moins nombreux que les Tunisiens. Donc l'AISEC Tunisie, elle se débrouille plus que bien. Elle est l'un des pays les plus remarquables en Méditerranée dans le mouvement AISEC. Et c'est connu depuis longtemps. D'ailleurs, la Tunisie a accueilli le congrès mondial des étudiants de l'AISEC, encore tout récemment. Et donc Inès Agrebi, c'était la présidente du comité organisateur et l'ancienne présidente de... Et puis c'est l'AISEC qui m'a invité aussi ici en 2011. Hein, je n'oublie pas que c'était... Oui. Ce sont les étudiants de l'AISEC qui m'ont invité en avril 2011 à faire une conférence à l'IHEC où j'ai rencontré la jeunesse tunisienne donc il y a à peu près 10 ans, un petit peu moins. Et puis ensuite, ils m'ont présenté... d'ailleurs à leur directeur, à l'époque le directeur de l'IHEC, qui est devenu ensuite le ministre de l'enseignement supérieur. Donc l'AISEC, c'est la communauté AISEC qui ont facilité ta tâche pour s'imposer et pour s'acclimater à la Tunisie et sa culture. Oui, m'acclimater et en fait, d'ailleurs il m'avait demandé, Christian, en fait, mais tu viens faire quoi? Alors, parce qu'il ne comprenait pas trop au début. Alors j'ai dit, je viens écouter. Et donc en 5 jours, grâce aux jeunes, donc il y avait d'ailleurs des jeunes qui sont devenus maintenant des entrepreneurs que vous connaissez. Je veux citer Alimnif et je veux citer Faisal Terzi qui sont maintenant plus connus qu'il y a 10 ans. Mais ils sont à l'aéroport avec Dali Cheban, le président national de l'AISEC, pour m'accueillir et me présenter. Alors, on a fait 19 rendez-vous en 5 jours. On n'a pas chômé. C'est consistant. On a beaucoup travaillé. Et au bout des 5 jours, j'étais complètement déjà conquis. Bon, faut dire que l'histoire que moi j'ai avec la Tunisie, elle est de longue date parce que mon fils, il a des ancêtres tunisiens en fait. Ah ok. Ça revient... Mon fils, ses arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents et avant, ils sont enterrés en Tunisie. Donc, mon histoire tunisienne, c'est une histoire familiale. Les gens ne savent pas beaucoup ça, mais parce qu'après on m'a demandé, les Marocains par exemple, les jeunes Marocains qui essaient de me convaincre à un moment donné en 2014 de s'installer au Maroc, de m'installer plutôt au Maroc qu'en Tunisie. Je me rappelle, je vais raconter parce que c'est une anecdote assez drôle. Il y en avait 3 autour de la table, on était à Marrakech et donc la discussion a duré à peu près 3 quarts d'heure. Alors je leur dis, bon, 1 but à 0 pour le Maroc mène, parce que l'argument est valable. 2 buts à 0 pour le Maroc-Tunisie quoi. Et puis on est allé jusqu'à 5 buts à 0. Et là je les arrête parce que ça faisait déjà 45 minutes que ça dure et je leur dis, vous venez de perdre le match. Alors ils me regardent interloqués. Je leur dis, vous avez perdu le match parce que la Tunisie vient de marquer 100 points. Donc la Tunisie bat le Maroc 100 à 5. C'est presque, on est sorti du football, on est carrément au basketball, parce que il y a la note de cœur. Et la note de cœur, elle bat tout.
C'était pour dire que de toute façon. Et les arguments marocains, on peut en parler dans l'économie, sont extrêmement valables. Donc il y a énormément de choses d'ailleurs à En plus, apprendre. Colis, vous m'avez dit, des Marocains. بربي بعد كريستيان، ذي باش خذ نحب نفسر شويه للناس اللي قاعده تتبع فينا، وانه مسيو كريستيان اللي هو قالوا انه عندي جذور في العمق هي تونسيه في حد ذاتها، وفما حتى شبيبه في المغرب اللي en 2014 اللي استدعوه لغاديك وقالوا له يجي اقعد يجي هنا المغرب عندنا حتى، وتعرف مليح انه المناخ العام في حد ذاته مناخ الاعمال في المغرب اليوم خير شويه من تونس في حد ذاتها، لانه نظرا للظروف والاجتماعيه وغيره، ولكن قال لهم لا سامحوني لانه في قلبي من داخل فما l'attachement من émotionnel. داخل فما حاجه من تونس، هذيك علاش باش نقعد في تونس. L'attachement émotionnel, c'est très important. Oui. Et par exemple, bon, j'étais là, j'étais à Tunis, et je veux le dire parce que c'est important. J'étais à Tunis le jour de l'assassinat de Chokri Belaïd. Et donc je n'étais pas à l'époque résident en Tunisie. J'étais à Tunis, et d'ailleurs je venais pour le mariage d'un de mes amis, un ancien ISEC, qui se mariait le lendemain. J'étais à Tunis le jour de l'attentat du Bardo. Donc c'était des moments notables dans l'histoire de la Tunisie. Des 10 dernières années. J'étais aussi à Tunis, et je me souviendrai toujours, paix à son âme, du libraire de la Médina que j'ai consolé parce que c'était après l'attentat de Sousse, donc c'était l'été 2015, et là j'ai passé plus de 2 heures parce qu'il était, comme d'ailleurs probablement tous les Tunisiens, catastrophé, parce que c'était une série et on avait l'impression que ça n'allait jamais s'apaiser. Et encore, il y a eu après un attentat, comme vous savez, contre les gardes de la présidence, et là par contre je n'étais pas. Avec toutes ces tentatives terroristes et cette instabilité de sécurité, vous persistez au fait que la Tunisie, c'est un pays convivial, vous n'avez pas changé d'idée. J'ai pris en plus ma décision d'installation au milieu de 2015. Donc j'ai pris ma décision d'installation ici, critique de la Tunisie, dans l'année la plus difficile sans doute des 10 dernières, en tout cas au plan sécuritaire. Et je l'ai prise en juillet. D'ailleurs, je n'avais pas encore rencontré ma future femme, puisque je l'ai rencontrée à Nabeul, n'est-ce pas, dans une réunion à Vous avez ISEC, rencontré Madame Wahid le 15 août. Le 15 août. Ouais. Donc c'était d'ailleurs assez fortuit, puisqu'elle venait présenter son métier. Et moi le mien. Normal, les étudiants, les jeunes, ils ont besoin de choisir, ils interrogent. On était d'ailleurs une dizaine, on était assis les uns à côté des autres. Elle a été ma traductrice. Il se trouvait qu'elle était à côté de moi. Et alors ils ont changé l'agenda et on est passé en même temps ou presque dans la présentation. Et là est la première rencontre. Et d'ailleurs on aime beaucoup un jeune groupe à l'époque qui est fait de jeunes ISECers d'ailleurs, qui sont musiciens, qui s'appelle Contraste. Il y a Mehdi Hafez qui est le leader du groupe. Je le salue d'ailleurs. Ils font de la très bonne musique. Et ils sont de Nabeul. Et je les adore. Et clin d'œil pour lui et toute son équipe. D'ailleurs je les ai invités ceux-là à être les musiciens le jour de notre mariage qui sera célébré en mai 2016. Donc vous voyez l'attachement à Nabeul. Vous l'avez célébré à Nabeul aussi? Non, à la Médina. Parce que Madame Wahida est de la Médina de Tunis, n'est-ce pas? oui, خلينا نحب نقول شويه انه مسيو كريستيان هو زوج الفيدات والفنانه المحبوبه اللي عندها جمهور كبير برشا واللي نحبوها ونحترموها لوحيده دريدي، وعندهم كود كور لنابل لانه هوني في اكتيفيتي وفي اكسيون لايساك في نابل عرفوا بعضهم. و coup de foudre, monsieur Christian? C'était un coup de foudre ou bien? Dès la première rencontre, vous êtes... Écoutez, la deuxième. La deuxième. Ouais, la deuxième. Ok. Pas la première, parce que la première c'est un cadre professionnel. Chacun vient présenter. La première c'est la rencontre. Bon. Et alors, en plus étonnant dans l'histoire, c'est que pour moi, elle est une actrice, mais je ne connais, j'ai pas connaissance du succès de Aoulen Moufida. Vous voyez, donc je suis tout à fait neutre, un peu béotien dans le sujet, et je vais découvrir ça après.
Voilà. Quand vous avez découvert que Madame Wahid, elle est célèbre et qu'elle a joué un rôle très important dans un feuilleton tunisien qui est très populaire, comment vous avez réagi? Bah, j'étais un petit peu étonné parce que je voyais tous les selfies aussi après que les gens insistaient de prendre avec elle. Comment vous gérez le fait qu'elle est très célèbre? Bah écoutez, je dois dire que bon, c'est un état de fait quoi. On peut rien y faire. Voilà, c'est comme ça. Après, elle a une grande disponibilité. Elle est toujours très gentille d'accepter dans 99,9% les photos qu'on lui demande. Moi, si ça m'arrivait, vous voyez, je pense que je serais un petit peu... C'est peut-être moi je dirais moins souvent oui. Voilà. Parce que, bon, je me tiendrais un peu plus à l'écart de tout l'effet de la notoriété. Enfin, ça, c'est moi à titre personnel. Voilà. Oui. D'accord. Comme nous dit, donc, le parcours professionnel. Maintenant, Monsieur Christian, en se référant à l'expérience de la Révolution française, où vous pouvez positionner la Tunisie après 10 ans de révolution? Bah écoutez, c'était intéressant de poser la question comme ça parce que c'était justement le thème de la conférence que les étudiants d'IHEC m'ont demandé de donner en avril 2011. Ils m'avaient demandé, et c'était un thème difficile d'ailleurs que j'ai accepté, mais c'est leur choix. Petit rappel historique, en fait il y a eu des révolutions françaises et pas une seule. D'accord. Donc il y a eu des révolutions françaises et d'ailleurs j'avais fait le parallèle à l'époque avec celle de 1848 et pas celle de 1789. Pourquoi? Parce que ce sont des révolutions en Europe et pas qu'en France, d'accord, qui sont liées finalement à la diffusion des idées par la presse, à l'époque par la presse écrite. Et en fait la presse écrite de l'époque joue le rôle d'Internet aujourd'hui. Les réseaux sociaux. Voilà. Et donc c'est cette espèce d'ébullition, on va dire, intellectuelle et des jeunes, notamment, qui est créée par la presse en Europe et qui va faire les révolutions en Europe et pas qu'en France en 1848. Et donc j'avais pris ce parallèle parce qu'on était au début, n'est-ce pas, avril 2011, et on a vu qu'il y avait quelques pays qui avaient un petit peu bougé. Après, d'ailleurs je l'avais dit dans la conférence, je crois que j'avais parlé avec sagesse, j'avais dit, écoutez, parfois, après une révolution, il y a une contre-révolution. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un changement, un retour finalement à l'ordre antérieur, bon, avec évidemment un changement peut-être des personnages. Parfois, vous avez au contraire un accompagnement, une modération d'eux, et parfois ça s'enflamme. Ça arrive, malheureusement. Donc si vous prenez les différents pays concernés de 2011, vous avez à peu près tous ces scénarios. هنا يحكيوا عن Monsieur Christian يقول انه استدعوا en 2011 Et j'avais plaidé la réconciliation d'ailleurs par avance, mais je crois que c'est un des sujets d'unité finalement nationale qui est toujours valable aujourd'hui dès le début, parce que j'avais senti que ça pouvait être un point de faiblesse. Un point de faiblesse, la réconciliation? Non, l'absence de la réconciliation. L'absence. Et comme je pensais que c'est... Parce que finalement aussi, j'avais à peu près compris qu'il y avait beaucoup on dit de la diversité, mais parfois il y avait des fragilités d'une région à une autre. D'accord ? Des formes d'ailleurs, on peut oser dire d'inégalité. Et ça reste un problème. Et je crois qu'il y a vraiment un axe à vraiment s'intéresser aux régions, à toutes les régions. Voilà. Quand je dis vraiment s'intéresser, j'insiste sur le vraiment. Voilà. Et donc à agir, et toutes les régions à égalité, et toutes les régions... Surtout les régions qui sont un peu marginalisées en Tunisie. Oui, c'est-à-dire en fait... Et même après la Révolution, il n'y a pas eu un changement radical, même pas des symptômes de changement. En fait, c'est plus une question de méthode. C'est intéressant parce que, d'ailleurs, l'approche doit être de rechercher quels sont les atouts, plutôt que dans chaque région. Et il faut s'appuyer sur les atouts locaux. Pourtant, les régions les plus marginalisées sont les régions qui ont plus d'atouts.
les ressources qui فقط pourrait حبيت بعد pourrait. اذنكم جو ميكسكوز مسيو كريستيان حاب نقول زاد للناس يسمع فينا فقط اللي باش نحب نحطهم في الاطار وانه حكينا شويه على اول ما جاء لتونس مسيو كريستيان اللي وحكى واستدعوه المحاضره في الاتش سي على الثوره التونسيه واللي عمل مقارنه نوعا ما بين الثوره التونسيه والثوره الفرنسيه اللي وقت اللي كانت تكتب في الصحف وتخرج في الصحف ثم الثوره التونسيه اللي هو لجان اللي محرك وقلب الثوره كان موجود اترافير الانترنت ثم مشينا للنقاش الى انه عدم التوازن بين الجهات والجهات اللي فيها بوتنسيال كبير واذا نحبوا نصلحوا لازم نخدموا على كل جهه وحدها وكل جهه نحطوا ونخدموا على البوتنسيال على الريشيس نتاعها باش نجموا نقدموا وباش نجموا نحافظوا على الثوره حد ذاتها. سورتو عملنا مقارنه زاده مع الريفوليسيون فرانسيز والثوره الفرنسيه اللي هي فيها برشا حاجات قراب للثوره نتاعنا التونسيه. افكتيفمون وقارناها بين الصحف المكتوبه اللي كانت وقتها لوتي باش ينجموا بور كومونيكي باش يتنجموا بوسائل الاتصال الاجتماعي. نكمل فضلك دي تفضل. Donc monsieur Christian, vous estimez que la jeunesse tunisienne a beaucoup de potentiel Oui. et ils peuvent présenter le déclic. Oui. Comment vous jugez la jeunesse tunisienne? Est-ce que quelle est l'étendue de nos aptitudes? En fait, la première aptitude, disons le point de force, c'est l'énergie. D'accord? L'énergie. Je pense qu'il y a des progrès à faire en matière linguistique. Linguistique. Il n'y a pas assez de personnes bilingues ou trilingues, véritablement bilingues et trilingues. Et c'est dû à quoi? Le système éducatif, il est un peu défaillant? Oui. Oui. Donc il y a, on va dire, il y a beaucoup de marge de progrès. Voilà. Et dans le monde d'aujourd'hui, pour la Tunisie d'aujourd'hui et de demain, vraiment c'est important. D'ailleurs, je le répète depuis tant d'années à mes compatriotes français. Je le dis aussi pour les Français, parce que les Français aussi ne sont pas réputés, d'ailleurs c'est un état de fait, être les meilleurs en langue étrangère. Et c'est vraiment une faiblesse. Tout à fait. Dans le monde d'aujourd'hui. Donc nous aussi, les jeunes Français, peut-être je m'inclus encore dedans dans l'esprit, on a besoin d'améliorer notre niveau de langue, en anglais notamment. Et, donc vous pensez que le premier obstacle à surmonter, c'est le niveau linguistique qui est un peu médiocre? Disons, je ne serai pas aussi sévère, mais disons qu'on a besoin d'avoir plus de gens. Il y en a qui sont très bons, mais on a besoin d'en avoir davantage. Vous voyez, c'est une question là de monter à un niveau général. Voilà, on a besoin d'avoir davantage parce que pour encadrer, pour vendre à l'export, par exemple, les produits fabriqués en Tunisie, c'est extrêmement important de maîtriser l'anglais et aussi le français. Évidemment. Voilà. Aussi pour savoir se mettre en valeur. Parfois, on est fort techniquement, on est en intrinsèque, on est fort. Mais si on ne maîtrise pas une langue très bien... Tout comme je dis à mes compatriotes français que c'est très intéressant d'avoir une population maghrébine en France qui parle très bien l'arabe et que nos entreprises françaises seraient bien inspirées de faire davantage appel à ces jeunes-là, les jeunes qu'on dit en France des banlieues, parce que ce sont les meilleurs pour vendre, n'est-ce pas, dans tout le monde arabe. Ouais. Donc évidemment, parce d'abord ils sont souvent de nationalité française aujourd'hui, font partie de la deuxième ou troisième génération après immigration. Ils parlent bien le français, ils sont formés dans le système scolaire français, mais ils parlent arabe à la maison. Et c'est un atout considérable pour les entreprises françaises. Évidemment. Donc les entreprises françaises seraient bien inspirées d'utiliser cette force. Ici donc, la langue française est un atout considérable pour les entreprises tunisiennes. Surtout le monde francophone, comme la langue arabe est un atout pour les entreprises françaises. Le système administratif des sociétés tunisiennes, presque toutes les sociétés, il adopte la langue française comme première langue pour la rédaction de rapports, pour la rédaction d'articles et tout. Donc, il faut quand même que les entreprises tunisiennes, j'allais dire, deviennent plus conquérantes. C'est-à-dire... souvent, dans mes discussions avec les chefs d'entreprise tunisiens,
je les ai trouvés très centrés sur le marché national. Un peu trop. Et donc, d'ailleurs, je leur ai souvent dit, même, je me rappelle d'ailleurs, avant la crise de 2015, je rappelle d'un entretien, je ne vais pas dire qui, mais je vais donner le contexte, c'est un directeur financier d'une chaîne d'hôtels, donc une chaîne familiale. Il a 7 hôtels en Tunisie. Et il est le directeur financier parce qu'il est le fils du fondateur. D'accord. Et on a un entretien et je lui dis, écoutez, c'était en janvier de 2015, et je lui dis, écoutez, oui, mais ils sont tous concentrés en Tunisie. Vous savez quoi? Ce serait peut-être une bonne idée de s'installer, de s'installer ailleurs pour de s'investir. répartir les risques. Et je ne croyais pas si bien dire, puisqu'ensuite on a eu la pire année en termes de terrorisme en Tunisie. Et évidemment, il a été impacté à plein. S'il avait eu la moitié de ses hôtels au Maroc et l'autre moitié en Tunisie, eh bien, il aurait été beaucoup moins impacté. Ou bien en Afrique subsaharienne. Voilà, C'est un exemple. Mais d'accord. c'est pour dire qu'on a besoin d'avoir... Et je crois sincèrement, et ici ce n'est pas une question de moyens, là, vous voyez, c'est pas une question de moyens financiers, c'est une question de volonté et vision. Il y a des familles d'entrepreneurs ici qui sont extrêmement bien établies. Je compte sur ces familles-là pour engager d'ailleurs vraiment des actions en faisant appel aux jeunes bien formés en langue étrangère pour aller conquérir les marchés. Ce point, monsieur Christian, que vous avez cité. في مساج حاب نزيد نقول للناس اللي يتبعوا فينا وانهم بكري شويه حكينا حتى على الامبيونس، وحكينا على المؤسسات في حد ذاتها في تونس اليوم اللي هي منغلقه على رواحها ومسكره شويه البيبان على رواحها اليوم في تونس وما يخرجوش لبرا. واعطى لي اكزومبل نتاع شان اوتوليير اللي هو نتاع وتله، حكى معاه في وقت قبل الكريز وانه مش معقول وانه عنده 7 وتله موجوده كلهم في تونس كهو، كان ينجم يمشي ويخلي في تونس 3 4 ويمشي زاده كما المغرب ولا غيره باش يحاول يتقاسم حتى اللي ريسك في حد ذاته ويخدم على هذاك. علاش معناتها اليوم الكريز نعيشوا فيها وقت اللي تركز مليح مع مرشي فقط وطني ومحلي الريسك يكون اكبر برشا وتنجم تخسر برشا. اي سورتو حكايه على الشباب اليوم عندهم مشكله كبيره في لا ميتريز نتاع اللغات، واللي هي مشكله هذه تخليك ما تحطش روحك، ما تعطيش قيمه روحك على خاطر انت ما تنجمش تعبر على الحاجات اللي عملتهم وتعبر على النيفو نتاعك. Voyez les Marocains par exemple, ils sont beaucoup plus conquérants sur les marchés en Afrique. Je crois qu'il y a, quand vous regardez les 10-15 dernières années, vous voyez les progrès faits par ces entreprises marocaines sur toute l'Afrique. Ça doit inspirer les entreprises tunisiennes. Tout à fait. Donc je veux me baser sur le point que vous avez cité maintenant pour passer à la relation tunisienne avec les pays internationaux. À quel point c'est important, à quel point c'est indispensable de réconcilier des liens et de créer des alliances avec des pays à l'international pour rebondir et présenter le déclic dans ce pays, surtout sur le côté financier et le côté économique. Il y a une tradition tunisienne, d'ailleurs qui remonte à plusieurs dizaines d'années, d'être un pays qui veut et montre qu'il est l'ami de tous. Est-ce que c'est un bon signe ou c'est un mauvais signe? C'est évidemment... L'ami de tout le monde et l'ami d'aucune personne. Pas du tout, je crois pas. Au contraire. Non. Je crois beaucoup à ça. D'accord. Pour moi, c'est un atout fondamental. D'ailleurs, cette position qui n'est pas belliqueuse, parce que vouloir être l'ami de tous, c'est bien une position qui n'est pas de conflit. Ça a été ensuite, d'ailleurs, dans l'action récente, ça s'est traduit aussi, notamment avec le président Béji Caïd Essebsi. C'était quand même quelqu'un qui porte ça. Et c'est extrêmement important pour tous les pays de la Méditerranée. Donc la position tunisienne est la bonne. Donc il est bon d'être à la fois ami, pour prendre un exemple qui va frapper un peu les esprits, il est bon d'être à la fois l'ami de la France, mais aussi de la Turquie. C'est paradoxal, on peut pas... Absolument
ce n'est pas paradoxal, c'est particulièrement important. C'est d'ailleurs Point fort diplomatique. Ouais, tout c'est à vrai. fait, c'est-à-dire, d'ailleurs, et dans l'esprit, il faut aussi au passage pousser, d'ailleurs c'était des recommandations anciennes, Mhm. l'indépendance économique tunisienne. Parce que pour être un bon ami avec les autres, il vaut mieux être indépendant. Ça donne ces rapports, on va dire, d'égal à égal, en tout cas au moins de respect mutuel, On ne peut pas envisager qui fait qu'on a des relations, on va dire, apaisées avec les uns et les autres. Voilà. Mais parfois, il faut prendre position. Tu peux pas être dans le clan de la Turquie. En même temps, tu es dans le clan des pays francophones. Et- Donc tu dois choisir un des camps. Je dis qu'il ne faut pas choisir. Il ne faut pas choisir. Je dis qu'il ne faut pas choisir. Je dis que la position qui est la position... D'ailleurs, je dis que la France doit absolument se réconcilier avec la Turquie. Ah, même la France, elle doit se Oui, réconcilier avec la- visiblement, puisque apparemment il y a quelques frottis-frottas, comme on dit en France. Il y a Mhm. quelques TG petits... Doubit. Voilà. Bon, je dis ça pourquoi? Parce que stratégiquement, la Turquie, c'est un pays majeur, n'est-ce pas? Considérable, à peu près la population de la France d'ailleurs. Mhm. Pas loin. Et même économiquement, demain, peut-être à l'égal de la France. Tellement il a un grand potentiel. Mhm. On ne peut pas négliger on ne peut pas être fâché. Mhm. Ce n'est pas pour les pays méditerranéens, quand on a une vision de long terme, ce n'est pas souhaitable. Mhm. Donc la position qui est d'être ami avec les uns et les autres, qui est la position traditionnelle tunisienne, est Mhm. particulièrement pertinente. Mhm. Voilà. Je souhaiterais qu'elle soit davantage partagée par les uns et les autres. Ça, avec cet esprit-là, vu les conflits qui ont pu être malheureusement générés autour de la Méditerranée, cette approche-là, déjà, on entre dans la table de discussion de manière beaucoup plus Plus à l'aise. Voilà, cordiale. Mm. On arrive et puis voilà, chacun va défendre ses idées et ça va être mieux, quoi. Hein, c'est pacifique comme approche. هوني Voilà. مسيو كريستيان كوشار اللي قال وانه نقطة قوة في تونس وانه اصحاب مع الناس الكل. معناتها ما عندهاش حتى عداوه مع اي بلاد كان معناتها واعطى ليكزومبل نتاع تركيا واعطى ليكزومبل نتاع فرنسا اللي نعرفوا فما توترات دبلوماسيه بين زوز بلدان ونعرفوا فما تحالفات في المنطقه في حد ذاتها وخاصه في البحر الابيض المتوسط. وهوني وانه يقول وقت اللي تكون اصحاب مع الناس الكل حتى في لي ديسكسيون باش تمشي تناقش من اجل قرض ولا حاجه ولا باش تخرج للسوق العالميه تكون اكثر اريحيه. وهذايا نقطه إيجابية لازم نخدموا عليها ونزيدوا ندعموها وهذا اعتبرها نقطة قوية في عند تونس. كملوا ذي تفضل. Pour enchaîner, Monsieur Christian, je tiens à évoquer le mouvement entrepreneurial en Tunisie. Oui. Ouais, les jeunes qui se lancent dans des startups Mm. et les incubateurs et les accélérateurs, tout l'écosystème qui s'instaure en Tunisie, toute une culture qui prend sa place. Comment vous jugez le rôle des jeunes dans ce mouvement? Mm. Est-ce que l'État doit s'impliquer plus dans ce mouvement et prendre la main ou la laisser pour les jeunes sans se mêler? Quelle est votre vision à propos de ça? Le Startup Act, pour rappeler la loi, ça a été le résultat d'ailleurs du travail de beaucoup de jeunes, justement entrepreneurs, et d'une forme de lobbying dans le sens positif du terme vis-à-vis des parlementaires. Donc ça a fait l'unité finalement nationale, de facto. Et ça c'est excellent. Et c'est le résultat d'ailleurs de toute une démarche à laquelle Alimnif était d'ailleurs lié. Je veux le reciter parce qu'il était là-dedans, mais pas tout seul. Je veux aussi parler de Mohamed Salah Frad, parce que lui il est dans la génération des plutôt cinquantenaires. Il est le directeur général du GFS, qui est le premier fonds de seed capital, on dit en anglais, c'est-à-dire capital initial mis dans des startups tunisiennes. Il a un grand portefeuille là-dedans. Il n'est pas le seul, mais c'est le plus important en Tunisie.
finalement, on voit au bout alors là, la dizaine d'années a été extrêmement positive, hein, puisqu'on est passé de pratiquement pas grand-chose. Moi, j'étais là au début de Cogit, quand Cogit, qui est un incubateur, disons coworking space, s'est installé au lac, il y avait 70 mètres carrés. Ouais. Depuis lors, on a vu beaucoup de coworking, qui sont les pionniers, beaucoup d'incubateurs qui se sont installés sur la... Donc, la situation aujourd'hui, elle est bien meilleure. Maintenant, dans un certain nombre de régions, il y a encore pratiquement rien ou pas grand-chose, en fait. Pour répondre donc à votre question, je pense que l'État peut accompagner, mais plutôt, moi, je vois des initiatives prises par les jeunes eux-mêmes, c'est-à-dire des associations locales. Alors, prenons un exemple. Je suis allé à Gabès, à l'invitation d'ailleurs des jeunes de l'AIESEC. C'était en janvier, au début de cette année. C'était You Speak. Au bout de 5 minutes, j'ai posé une question à ces jeunes qui étaient là. Il y en avait à peu près 250 dans la salle. J'ai dit, vous avez des projets d'entreprise? Et là, j'ai vu 20 mains se lever. Belle proportion. Alors, plutôt que de prendre sur mon temps de parole, moi, et de parler, je les ai fait monter à la tribune au bout de 5 minutes pour que chacun présente son projet aux autres, puisque c'est Youth Speak. Donc, on donne la parole à la jeunesse. Moi, j'avais 45 minutes. Les jeunes, ils ont utilisé 40 minutes de mon temps. C'est moi qui leur ai donné, parce que c'est eux qui parlent aux autres. Et ça, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Donc il faut être à l'écoute des jeunes. Voilà. Il faut leur octroyer de l'opportunité de se manifester. Et du coup est née une idée, d'ailleurs, que j'ai partagée pas plus tard que le lendemain avec Ouided Bouchamaoui, puisque je l'ai rencontrée à son bureau le lendemain, en disant, Madame Ouided, que j'apprécie énormément d'ailleurs. C'est la présidente de l'UTICA, non? L'ancienne présidente. L'ancienne présidente. Un prix Nobel bien connu et très connu au niveau international aussi. Formidable femme d'entreprise. Je dis, Madame, vous êtes de Gabès. Et si on aidait ces jeunes à monter un incubateur à eux, puisque vous avez une fondation qui s'appelle d'ailleurs... Fondation Bouchemaoui. Voilà. Eh bien, elle a dit, en tout cas dans le principe, d'accord. Et c'est concrétisé ou... Écoutez, encore. Après, on a eu Covid en mars, malheureusement. Bon, tout le monde le sait, donc ça a un petit peu gelé les choses. Mais cette initiative... moi, j'y suis retourné ensuite 2 fois à Gabès. C'était donc début mars, avant qu'on soit tous un petit peu enfermés chez nous, pendant plusieurs semaines. Et on en a souffert. Donc, Salafrad, par exemple, puisqu'il faut aussi... quand on crée un incubateur ou un lieu comme le coworking, c'est pour aussi répondre à votre question. Ce qui compte, c'est l'écosystème autour. Il faut des gens qui conseillent les projets. Si vous accompagnez pas les projets, ils vont jamais décoller. Évidemment. Donc vous avez besoin des... Et donc l'équipe professionnelle, donc Salah m'a donné son accord. Donc quand on a le lieu, qui peut être d'ailleurs un lieu qui est finalement prêté par l'État, parce qu'il y en a au milieu des universités à Gabès, il y a des lieux qui sont des lieux publics. Ça coûte rien, c'est un espace. De l'expertise des... Oui. L'État peut faire ça. Après, les jeunes, ils vont animer eux-mêmes, ils vont créer finalement les quelques emplois qui permettent d'accueillir les petites startups qui démarrent. D'accord. Et surtout, c'est la structure d'accompagnement par les conseils, qui peuvent être locaux. Pourquoi pas les anciens IESEC d'ailleurs, qui sont eux expérimentés, qui ont 10, 15, 20 ans, 30 ans d'expérience, de Gabès. Et évidemment d'autres qui viennent des régions, ça dépend des projets. Et puis, le financement, qui est indispensable pour faire décoller un projet. C'est pour ça qu'il fallait aller voir la première structure. Vous voyez, je vous ai donné quelques éléments pour répondre. Merci beaucoup. L'exemple ce qui peut être fait à Gabès, donc incessamment, espérons-le dès 2021, le temps qu'on installe tout ça. Mais je suis l'affaire, ne vous inquiétez pas, je suis tout à fait... je suis breton. Je suis extrêmement persistant dans l'effort. Donc, ce qui peut être fait à Gabès peut être fait ailleurs. حاب نقول زاد كلمتين على الاخ شويه شو اللي قالوا على مشتو الجابس. مسيو كريستيان استدعوا على يساك في جابس الغديكه، وانه باش يعطيو الكلمه
pour les jeunes. وهو عنده الانترفونسيون تاعو 45 دقيقه فطلب من شكون عنده ايدي دو بروجي في وسط الصاله. طلعوا المجموعه اللي هم تقريبا 20 واحد فخذاو دونك 40 دقيقه ومنها هي ثم التقى بمدام وداد بشوماوي اللي باش تنجم تحتضن مع الفونداسيون تاعهم لي جون هذوكم وقالوا انه ممكن برشا سهل برشا باش نجموا نطوروا لي جون ولي محضة هذوكم محضه نتاع مؤسسات سهله برشا وانه لوكال توفروا لهم الكونساي موجوده وانه نجيو لي زونسيان من اولاد لايساك والا الغاديكا وشويه اكومبانيومون من عند رجال الاعمال اللي موجودين في الجهات نجموا نخدموا موديل ايكونوميك اكسبسيونيل. كملوا باخر حاجه avec un dernier point monsieur Christian, c'est l'atelier de ouais. C'est un atelier qui tient à créer de la couture à 100% avec des efforts 100% tunisiens, avec des matières premières 100% tunisiennes. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter le concept de ce projet? Et après, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de l'État pour privilégier les investisseurs tunisiens qui tient à améliorer la productivité tunisienne et passer de la Tunisie à un pays autonome et qui garantit son autosuffisance? Alors, sur l'atelier, vous avez presque tout dit, parce que vous avez dit l'essentiel. Donc c'est 100% tunisien, et ça c'est le plus important. Et puis après, ça espère réussir ici et aller évidemment à l'export. Donc là, c'est tout ce que j'ai dit avant qui se trouvera confirmé. À commencer par les pays voisins, donc en Algérie et au Maroc, peut-être en France après, pourquoi pas en Italie. Enfin, en tout cas, dans les pays sur lesquels on a davantage d'atouts. Alors l'atelier se développe, c'est une petite entreprise. Il a quelques mois, quelques mois. Moi, je suis plutôt content. On va sortir une nouvelle ligne de produits. Donc, on fait aussi les vêtements hommes et femmes. On travaille avec des artisans tunisiens, bien entendu, pour le cuir. Il y a un bras du traditionnel ou... Monsieur Diaz, s'il vous plaît, en 30 secondes. 30 secondes. Alors, pour répondre à la question sur la place de l'État, écoutez, simplification. Comment dire, des procédures et c'est plutôt ce que attendent les entrepreneurs en général d'ailleurs, toute taille, pas que les startups, et qu'on leur facilite la vie. Donc il faut faciliter la tâche. Merci beaucoup Dia. Merci beaucoup Dia. Merci beaucoup monsieur Christian d'être Je vous en prie. Merci à vous. Marvibik. Marvibikom. شنو هذه الغناء ان شاء الله بعد الاخبار ان شاء الله تعجبك برشا. راجعين معاكم بعد الاخبار.